Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con d'aider. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Bon, alors aujourd'hui, on va continuer nos petits focus. On va s'arrêter après Auxerre, après Le Mans, après Troyes, après l'OGC Nice, après le HAC, après le SCO d'Angers. Maintenant, on va parler du Stade Brestois. Et les copains, on va se poser la question. Là, c'est pas une mission maintien, parce que je pense que les Brestois, le maintien, ça devrait le faire, encore que. Mais on va poser la question de savoir si ça peut faire top 10 ou pas. Ou est-ce qu'on est vraiment sur un objectif maintien pour nos copains brestois? Je suis un peu partagé. Avant même de commencer ce petit débat, je suis un peu partagé parce que il y a des choses positives, mais il y a aussi un petit saut dans l'inconnu pour nos copains brestois. Donc, pour moi, le débat va être assez intéressant à faire, comme d'habitude. Donc, vous y allez, les copains. Hein. On fait le débat ensemble. Donc, n'hésitez pas, vous commentez, vous likez, vous partagez. J'ai un œil sur le chat, donc vous pouvez y aller. C'est toujours plus sympa si on fait le débat ensemble. Maintenant, si vous n'êtes pas là, comme d'habitude, je le ferai et avec plaisir. Et puis, si vous découvrez la chaîne, je le répète à chaque fois, mais on a besoin de ça. N'hésitez pas, abonnez-vous. Notez-nous, mettez-nous des petits likes, abonnez-vous, allez-y. On a besoin de tout ça, les copains. Bon, alors, on rentre dans le vif du sujet et on va se poser la question de savoir si ça peut faire top 10 ou pas, le Stade Brestois. Bon, on va être clair, on va le rappeler, je pense, à plusieurs reprises pendant le débat parce que c'est pas une petite info, mais bien évidemment, le Stade Brestois tourne une vraie page cet été pour cette saison. Je sais pas réellement ce qui était prévu avec la saison prochaine et l'état de santé d'Éric Roy. Je sais pas si réellement il y avait un retrait du coach possible vu son état de santé ou si on était prévu de repartir avec lui. Je sais pas. Maintenant, forcément, cette page, elle est obligée déjà d'être tournée, mais savoir surtout comment elle va être tournée. de la part des Brestois, et là on n'a pas réellement d'informations là-dessus. Donc est-ce que ça peut mettre un espèce de supplément d'âme? C'est possible, vraiment, je vous le dis les copains, ça fait partie des possibilités pour Brest, mais il y a aussi un saut dans l'inconnu parce que en plus de ton entraîneur emblématique depuis ça faisait 4 saisons, tu perds en plus ton directeur sportif qui a été à l'origine de certains succès récents du club brestois. Donc, le duo qui part, forcément, c'est une nouvelle page et c'est un saut dans l'inconnu, comme j'ai dit. Et ce saut dans l'inconnu,
comment tu arrives à le négocier dans un club en plus qui n'a pas, on dit très souvent, mais à l'image de tous les autres clubs de Ligue 1, mais qui n'a pas de marge financière pour pouvoir peut-être réinvestir pour lancer un nouveau cycle. Tu vas faire un peu avec les moyens du bord, avec des joueurs qui sont pour beaucoup en fin de contrat dans 1 an. Et tout ça me met un gros point d'interrogation. Et si on ajoute à ça le remplacement d'Éric Roy par Julien Lachuer, je sais pas à quoi penser. Vraiment, comme d'habitude, on va laisser sa chance au produit et surtout pas le condamner d'avance. C'est pas du tout le cas. Il peut être une bonne surprise de cette saison de Ligue 1 2026-2027. Julien Lachuer, on va être très clair. Mais évidemment, c'est un saut dans l'inconnu parce que Julien Lachuer, c'est simple. Quand j'ai voulu préparer la fiche de Julien Lachuer, en me disant en fait, il a jamais entraîné de club en tant que numéro 1. En fait, il a toujours été dans des staffs. Il a jamais été numéro 1. Donc là, confier, je comprends la logique du club brestois, mais de confier la suite à l'adjoint d'Éric Roy, j'entends. Maintenant, la fameuse image qu'on a de l'adjoint qui, on va dire, va diffuser le message de l'ancien entraîneur. Et dans ce cas-là, c'est particulier. C'est pas un entraîneur qui est parti, c'est vraiment un entraîneur qui est décédé. Donc, on est vraiment sur autre chose qu'un simple entraîneur parti et l'assistant qui prend la suite. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, je pense que Brest a des soucis à se faire pour cette saison. Donc, je vais pas vous répondre directement parce qu'on va faire comme d'habitude. On va s'arrêter sur les stats, sur tout un tas de choses. Mais je vous le dis, le top 10, ça me paraît vraiment compliqué pour les Brestois, pour envisager réellement de se fixer là-dessus, sauf sur performance. Ça, c'est pour le contexte global. Maintenant, quand on regarde d'un peu plus près, on peut voir que déjà dans le mercato, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en termes d'arrivée, il n'y a pas de réelle arrivée à part Gauthier Loris, qui est parti du Havre, qui était un joueur intéressant du Havre, plutôt solide, une valeur sûre un peu de Ligue 1. Njonge qui arrive de Kosaeli Sport, on va le tenter comme ça. Et Bourgo qui arrive de Nancy, retour de prêt. Camblanc qui revient de Clermont en retour de prêt aussi. Diop qui arrive de Châteaubriand, voilà. Et Potillon qui arrive de Metz libre. Bon, les copains, ça c'est pas un recrutement Ligue 1 quand tu veux tourner la page d'une très belle ère, voire la meilleure de son histoire. Là, franchement, quand on regarde le mercato, ça fait peur. Et je vous le dis, c'est même pas pour être méchant, mais il y a tout un des joueurs dont on parle, je les connais pas en fait. Je vois pas. Donc, pour tous ceux qui verront soit maintenant ou soit plus tard cette vidéo en se disant il connaît rien à Brest. Non, je connais pas rien à Brest. Je connais des choses. Je m'intéresse à la Ligue 1. Je vois les joueurs, la qualité des joueurs, parce qu'on bouffe tout un tas de matchs de Ligue 1 et d'autres compétitions aussi, mais de la Ligue 1, on bouffe même de la Ligue 2. Mais là, dans les joueurs en question, on parle pas véritablement de vrais recrues, de vraies plus-values. Pour moi, je vois ton message, Amine DZ, salut à toi. Ça va jouer le maintien. Bah oui, on est parti pour le maintien. Et attention, parce que dans cette fameuse possibilité de jouer le maintien, là, dans l'effectif qu'on a tel qu'il est, attention les copains, il risque d'y avoir du changement. Parce que ça, je tiens ça d'hier soir. Voilà, j'étais en train de préparer un petit peu la présentation de l'effectif. Et présentation de l'effectif, on voit Grégoire Couder. Donc normalement, c'est lui qui vient pour prendre la suite. Enfin, qui est normalement là pour la suite. Bon,
on a compris que Selvik, qui est arrivé il y a pas très très longtemps de Watford, je crois, gardien norvégien. Bon, on entame là aussi directement une nouvelle ère au niveau du gardien, puisque Couder normalement devrait partir dans les prochaines heures. Apparemment, il s'est entretenu avec la Sueur et ça valide le départ de Couder. Alors, je vous dis pas que Couder, attention, comment on va faire Brest pour faire la saison, pas de souci. Mais Couder, sans avoir été extraordinaire, par exemple, quand il y a eu le match avec Majeki, il l'a mis de côté. Alors, Majeki était vraiment, vraiment pas bon du tout dans sa saison avec Brest, pas de souci. Mais n'empêche que Couder avait pu montrer des choses intéressantes et déjà rien que là, tu repars à zéro. Alors, comme pour l'entraîneur, moi je le connais pas, Egli Selvik, je sais pas ce que ça donne. Mais ça veut dire un nouveau gardien. Et on parle quand même d'un gardien de 29 ans, donc on parle pas non plus d'une pépite qui arrive, qui sort de Watford. Bon, peut-être que c'est un bon coup, hein. J'en sais rien, je le connais pas. Mais j'ai quand même deux, trois interrogations à ce niveau-là. Si tu continues un peu plus l'effectif, alors bien sûr, tu vas retrouver des joueurs qu'on connaît. Brendan Chardonnay, par exemple, Gauthier Loris, Bradley Loco, Kenny Lala. Ok, c'est des joueurs, quand tu vois ça, tu te dis, ok, c'est intéressant. Il y a aussi le petit Raphaël Le Guen, qui est intéressant, qui est un jeune prometteur. En regardant un petit peu de plus près, il était monté en Ligue quand Brest était monté en Ligue des Champions, et puis peut-être que le niveau était trop élevé à ce niveau-là. On parle d'un joueur de 19 ans. Hein. Donc à l'époque, on avait 17. Donc voilà, il est redescendu en Youth League et il est redescendu en R1 pour prendre un peu de temps de jeu. Là, le coach Lachuer semble compter sur lui. Donc il y a par exemple un Le Guen qui peut être une plus-value qu'on n'a pas forcément quand on regarde à la base le Stade brestois et on se dit Raphaël Le Guen, c'est qui? Ça reste un jeune et, semble-t-il, le plus talentueux du Stade brestois au niveau du centre de formation. Parce que là, on a compris, quand je parle aussi de saut un peu dans l'inconnu pour les Brestois, c'est que cet été, on change aussi un peu le modèle. On le sait, Lorenzi, alors même si pour l'instant à l'OM on n'a pas vu ça encore, mais c'est un gars qui est plutôt à l'aise dans le trading. C'est un gars qui a pu aller chercher des coups, aller valoriser certains joueurs pour derrière faire du trading de joueurs. Alors pas uniquement, hein, mais on prend un joueur peut-être avec une cote plus basse ou en difficulté dans un championnat ou d'un championnat mineur pour essayer derrière de faire une petite plus-value. Et donc, ça, c'était le modèle avant. Là, on a compris, avec l'arrêt des droits télé, Brest est pas dans cette optique, et beaucoup plus dans l'optique de faire confiance à son centre de formation. Alors, pareil, je vais pas faire l'expert, mais en regardant un peu, au niveau des centres de formation, Brest, c'est pas haut. Brest, clairement, ça fait partie un peu des mauvais élèves des clubs de Ligue 1 en termes de centre de formation. Mais, à préciser quand même qu'ils ont 100% de réussite au bac. Bon, ça va être pas forcément sur le terrain, je vous l'accorde, mais n'empêche que il y a quand même un projet pédagogique qui tient quand même un minimum la route du côté du centre de formation. Mais par contre, pour les jeunes pépites et les futurs talents, bon, j'ai pas envie de vous dire vous repasserez, mais on n'est pas très très loin. Donc là, maintenant, le projet, vu qu'on est un peu en mode trading, on n'a pas trop les thunes pour pouvoir aller dessus, c'est logiquement, on a compris, hein, ça va être de faire confiance aux jeunes, de faire confiance à la formation. Il semblerait que même Eric Roy, avant son décès, commençait déjà un peu à anticiper avec le trading. Ça va être de plus en plus compliqué pour un club comme nous, vu que les ressources sont de plus en plus amoindries. Faire confiance à la formation, c'est évidemment le principal axe. Donc, dans cet effectif-là, quand on regarde, on va avoir tout un tas de joueurs, je vous dis, qu'on connaît, mais la réalité, c'est que Brest, on n'est pas sûr de pouvoir avoir ces joueurs-là encore au 31 août. C'est ça la réalité. Donc,
compliqué. Il y a des joueurs, comme je l'ai dit, comme Loco, comme Lala, Chardonnay, non, je crois pas qu'il soit si, il est en fin de contrat l'année prochaine. Lui aussi est en fin de contrat l'année prochaine. Tu as 3 joueurs susceptibles de pouvoir partir d'ici la fin du mercato, parce que s'ils ne partent pas, ils rapporteront à rien du tout au stade brestois. Et on parle de joueurs, j'ai pas envie de faire mon économiste, mais Chardonnay, c'est 4 millions d'euros de valeur marchande, Bradley Loco, c'est 6 millions d'euros, et Kenny Lala, c'est 1,5 million d'euros avec un salaire plus important. Donc évidemment, Brest risque de s'amoindrir d'ici la fin de mercato, et ça, je vous le dis, c'est pas réjouissant du tout pour les Brestois. Pas du tout. Amine qui nous dit Del Castillo pisté par Hull City et Loris, c'est un vrai bon coup. Oui, alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bon coup, Loris. C'est un bon coup parce que c'est un gars fiable de Ligue 1 qui paye pas de mine non plus, mais les saisons qu'il a pu faire du côté du Havre, franchement, rien à dire. Défenseur honnête de Ligue 1. Donc tu récupères ça, ok. Maintenant, je te dis, il faut voir si en fait, si tu le laisses lui jouer, ou plutôt tu favorises la jeune pousse, Raphaël Lewen, qui est, je vous dis, le joueur sur lequel le Stade Brestois va espérer capitaliser parce que c'est jeune sorti du centre de formation. Donc pour moi ça va être là un petit peu que ça se joue. Après il y a Zogbe aussi qui est présent, et Bourgo, bon je sais pas. Ah, honnêtement je vous le dis, je l'ai pas, je le connais pas assez. Donc il revient de près de Nancy. Bon, voilà. On va voir ce que ça va donner. Mais oui, Loris c'est intéressant, mais tu le mets où? Tu vas le mettre sur un côté, c'est pas forcément le mieux. En centrale, normalement tu pars avec Chardonnay qui est ton capitaine emblématique depuis maintenant plusieurs saisons, et la jeune pousse Lewen. Donc à voir s'il va pas faire doublon. Mais peut-être que ça peut jouer à 3 aussi, j'en sais rien. Là à ce niveau-là, on peut avoir des surprises. Mais quand on regarde un petit peu le schéma de base qu'on risque d'avoir avec les Brestois, on part plutôt sur une défense à 4. Donc la défense à 4, en tout cas dans ce qui est annoncé, si tous les joueurs restent là au moment où on parle, je te dis, Gauthier Loris il joue pas. Mais voilà, on est le 17 août quand on fait ce débat. Là on rentre dans le money time du mercato. Donc pas impossible que nos amis brestois nous fassent peut-être certaines choses différentes, enfin nous surprennent un petit peu d'ici la fin de mercato. Le budget reste de 45 millions. Hein. Pour l'instant, j'arrête pas de vous dire que ça sert à la ceinture et tout ça, mais bon, on est quand même sur des budgets plus élevés que Le Mans, que Le Havre, que Angers. Il y a un peu plus, c'est un peu plus thésaurisé. Mais bon, on va pas se mentir non plus, ça a pas non plus une marge de dingue, et ça va être soumis au mercato. Le milieu de terrain, c'est pareil. Alors, tu as des joueurs comme Chotard, bon, normalement, tu devrais le garder. Diambou, qui revient. Après, t'as Magnetti, t'as Toussard, t'as Kamori Doumbia. Bon, Kamori Doumbia, ça va. Normalement, tu devrais le garder. C'est une bonne valeur marchande aussi. Tu peux le faire monter. Magnetti, c'est pareil. Tu vas le perdre en fin de saison aussi. Toussard, la même chose. Je vous dis, hein, vraiment, hein, il y a de la qualité dans tous les joueurs qu'on dit. Non, je sais pas ce que ça va nous donner. Vraiment, là, je le connais pas, je vais découvrir un petit peu. Ça me paraît armé pour pouvoir jouer le maintien, pour pouvoir jouer peut-être même un maintien un peu plus sûr. Mais comme je l'ai dit, tu risques peut-être de perdre des joueurs d'ici la fin de ce mercato. Donc voilà. Et attention les copains, que Brest ne perde pas un Kamori Doumbia, hein. Parce que vraiment, pour moi, ça peut être cette saison je vais pas dire le facteur plus, mais ça peut peut-être être sa saison. Donc là, si tu le perds d'ici la fin de mercato, ok, tu prendras peut-être un joli chèque, mais de l'autre, tu t'affaiblis sportivement. Voilà. Je pense que Kamori Doumbia, ça fait partie des joueurs que j'attends. Oui, Chotard aussi, j'aimerais bien, mais je pense que le joueur est à un plafond de verre. J'ai du mal à imaginer qu'il nous fasse une saison XXL, mais sur le talent pur, intrinsèque, il en a du talent.
mais j'ai peur que ce soit un peu compliqué. Mais il est arrivé la saison dernière, là il s'est acclimaté à sa nouvelle équipe. Peut-être que ça peut être ça, mais voilà, sur le milieu de terrain, il y a des choses intéressantes, il y a des joueurs intéressants, mais il y a quand même aussi des incertitudes et je suis un peu dubitatif sur la qualité de l'effectif global, et c'est pareil même sur l'attaque. Alors bien sûr, on a encore Ludovic Ajor qui est toujours là, mais pareil lui aussi, 2027, fin de contrat. Del Castillo, Amine en parlait tout à l'heure, lui aussi, ça fait partie des autres joueurs pour lesquels il va falloir se positionner, parce que il sera libre à la fin de la saison. Mama Baldé, pareil. Donc, vous voyez, quand je vous dis que Brest est à un carrefour vraiment de son histoire récente, oui, il y a évidemment le départ de Lorenzi, le décès de Eric Roy, mais il y a aussi tout un tas de joueurs qui semblent, en tout cas contractuellement, en fin d'histoire avec le Stade brestois. Et comment tu le gères d'ici la fin du mercato? Compliqué, et d'ici la fin de saison aussi pareil. Parce que, j'en sais rien, mais si tu gardes un Ludovic Ajor, bien sûr, il sera libre à la fin de saison, mais quoi, tu vas pas le faire jouer? Parce qu'il a pas prolongé? Compliqué. Et ça va être compliqué pour tout un tas d'autres joueurs. Donc je pense bien que si le Stade brestois a pas pu prolonger tout un tas de joueurs pour se retrouver dans cette situation-là, c'est qu'ils n'ont pas la surface financière. Donc la qualité, je vous le dis directement, que ça soit Del Castillo, Mama Baldé ou Ludovic Ajor, oui, avec ça, tu te maintiens en Ligue 1. Je vous dis pas que Mama Baldé, je suis complètement fan, mais ça reste un attaquant qui a quand même certaines références en Ligue 1. Ajor, que j'en parle même pas. Là, on parle vraiment d'un joueur référencé qui, saison après saison, plante toujours sa dizaine de buts, et quand ça tourne bien, ça peut même faire mieux. Et Del Castillo, voilà, c'est le maître à jouer de cette équipe brestoise. C'est le joueur en plus. Donc voilà, je vous dis, si les trois sont toujours là au 31 août, bon, pas de problème, les copains, je vous le dis, le maintien, il sera assuré. Mais le top 10, ouais, moi j'ai quand même des doutes, les copains. Et puis, on est obligé de reparler de ça. C'est pas que je vais faire une fixette dessus, mais on part avec un entraîneur qui a 0 référence en Ligue 1. Pas 0 référence du groupe. On prend pas un gars complètement no-name, On part pas de là. Mais on parle d'un gars qui n'a jamais entraîné une équipe de Ligue 1. Donc, est-ce qu'on peut vraiment se dire, oui, ok, le Stade brestois, ça peut arriver à coller. Ok, il y a beaucoup de changements, mais ça va pouvoir tenir avec notre ami assistant, enfin ex-adjoint de Eric Roy. J'ai des doutes. Et si on regarde un petit peu, parce que l'effectif c'est une chose. Voilà. Précision aussi, parce qu'on le fait toujours dans ces petits débats. Politique tarifaire. Alors, j'aime bien le prix des places, parce que ça commence à partir de 5 balles. 5 euros pour un match de Ligue 1. Pour certains matchs de Ligue 1, tu peux avoir ta place pour 5 euros. Bon, après, faut voir où t'es situé. Si t'es pas situé dans un pilot ou une connerie comme ça, mais 5 balles pour le prix de la place le moins cher, quand même. Ça défie un peu toute concurrence. 5 euros, je suis pas sûr qu'on retrouve un autre club de Ligue 1 qui pratique un prix aussi bas pour les places. Par contre, 140 balles, ouais. Je comprends, il faut faire rentrer de la thune, on a besoin en Ligue 1, tout ça, pas de souci. Mais 140 balles, j'ai quand même un peu de mal. J'ai quand même un peu de mal parce qu'on parle d'un club qui va jouer le maintien cette saison. On le dit très clairement. Le top 10, ça paraît un peu utopique, pardon. Donc 140 balles, donc évidemment, ça doit être pour les grosses affiches, pour le match contre Paris, machin. 140 balles, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, franchement. Pas génial. Mais le 5E, ça rééquilibre un petit peu les choses. Donc, si on est très honnête, ok, on va pas les blâmer, mais bon. Politique tarifaire, c'est quand même un peu un grand écart. Mais bon. Donc, autre chose intéressante à penser, c'est que je vous dis depuis tout à l'heure, voilà, Julien Lachuer, je suis un peu inquiet, je sais pas ce que ça va nous donner. Bon. On a déjà un premier axe on va dire d'analyse,
c'est que les matchs amicaux, on peut pas parler d'une franche réussite pour nos amis brestois, parce que tu fais 2 partout contre Concarneau en début de préparation. Tu perds contre Al-Wakra. Si je me trompe pas, ce Al-Wakra, c'est l'équipe qui avait perdu contre le FC Nantes, et je crois même avec un score un peu conséquent. Ensuite, tu fais un match nul contre Guingamp. Guingamp, pensionnaire de Ligue 2. Hein. Donc, pour l'instant, toutes les équipes que tu joues, ça reste des équipes inférieures. Ouais. Et je viens bien de revérifier. Nantes leur en colle 5 hein, à l'Ouakra. Donc, on parle vraiment d'une équipe très, très faible. Alors, ça gagne. Ok, bien joué. Ça gagne contre le Stade Briochin. Alors, bravo, hein, ça gagne 2-1. Hein. Dans un match un peu fou, en plus, ça prend des cartons rouges un peu de partout. Mais ça gagne, avec des buts de Mama Baldé et Del Castillo. Mais derrière, ça refait match nul. Alors là, contre Venezia, certes, Venezia, ça monte en Serie A. Ok, il y a pu avoir ce petit match nul contre une équipe de même niveau. Et dernier match, alors il n'est pas précisé là, mais parce qu'il a eu lieu hier, c'était contre Nottingham Forest, et les copains 2-0 pour Forest. Donc là, on va être très très clair, hein. La session estivale, la phase de préparation et les matchs amicaux de préparation, les matchs amicaux de préparation du Stade Brestois, c'est pas bon. C'est pas bon parce que je vous remontre. Au final, c'est 6 matchs et pas 5 comme annoncé sur le visuel. C'est 6 matchs disputés, 2 défaites, 3 matchs nuls et une seule victoire contre le Stade Briochin. Donc on va pas se baser que là-dessus. Mais là, ce qu'a pu nous proposer le Stade Brestois, en plus, c'était peut-être de circonstances, mais en plus, il y avait une charnière totalement new look avec Joris Chotard et Raphaël Le Guen. Bon, c'est sûr, tu joues une équipe de première ligue, ok, qui était peut-être un peu malade la saison dernière, mais l'équipe de première ligue, bon bah ça tient pas. Et l'HUR était parti sur un 4-3-1-2, donc un peu différent de ce qu'on avait pu, de ce qu'on peut avoir sous les yeux là avec l'équipe probable. Mais je vous dis, il était parti avec Ajorc et Baldé en pointe, soutenu par Doumbia, et puis milieu à 3 avec Boup, Nonge et Lucas Touzard. Je vous le dis, il n'y a pas de quoi être vraiment très très serein hein, pour les Brestois. Alors peut-être que ça va être la faiblesse des autres équipes qui va aider le Stade Brestois. Ça peut être ça. Donc en gros, c'est un peu moche, mais tu obtiens ton maintien un peu par défaut parce que les équipes à côté, elles sont, pour moi, pour certaines, plus faibles sur le papier. Là, maintenant, c'est pareil, hein, on est au 17 août et au 17 août, il y a encore Del Castillo, Ajorc, Chardonnay, Loco, Lala, enfin, il y a encore tout un tas de joueurs. Mais là, au moment où on parle avec ces joueurs-là, si tu repars avec ces joueurs-là pour la saison, et on fait fi des questions de contrat, de questions de développer, de machin, là, vraiment, juste avec l'effectif, tu vas être juste au-dessus. On va répondre à la question, hein, est-ce que ça peut faire top 10? Non. Et je vais vous donner la place que je mets pour les Brestois, à la fin du débat. Mais, dans les 2 derniers, non. Pour moi, je pense que Le Mans et Troyes partent de vraiment plus loin, avec beaucoup plus d'incertitudes que ce qu'on peut avoir du côté de Brest. Par contre, Brest, il y a un vrai point d'interrogation, parce que le projet est redimensionné, on n'est plus avec les mêmes hommes, véritablement, au même poste. L'HUR qui prend la place de Roy qui est décédé, Lorenzi qui est parti. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'incertitudes. On le dit depuis tout à l'heure, peut-être des joueurs qui peuvent partir d'ici la fin du mercato parce que ça permettra de rentrer de l'argent, et pas sûr que cet argent-là soit réinvesti à 100% sur le marché des transferts. Donc,
pour moi, toutes ces incertitudes-là font que Brest, ça peut pas viser évidemment le top 10 et ça va jouer le maintien jusqu'au bout. Alors, comme pour plein d'équipes, et c'est assez dingue, hein, parce que depuis qu'on fait ces petits focus, on regarde un peu les calendriers parce que ça peut être là, peut-être qu'il peut y avoir un axe de confiance à prendre. Et c'est vrai que tout un tas de petits clubs qui vont jouer le maintien ou vont avoir des séries difficiles, enfin des saisons difficiles, commencent plus ou moins avec des matchs un peu abordables. Et là, c'est le cas de Brest. Parce que première journée, tu joues contre Le Mans. Alors certes, à domicile, avec la dynamique du Mans, tout ce que tu veux, mais tu joues un promu qui, à mes yeux, je vous l'ai dit, hein, je spoil rien du tout, je vois Le Mans dernier. Donc, mes yeux, tu te déplaces là-bas, faut prendre des points. J'ai pas dit force obligatoirement 3 points, parce que je vous dis, il peut y avoir la dynamique et tout ce que vous voulez, mais pour moi, il faut absolument minimum prendre des points, prendre un point pour ce match-là. 3 si c'est possible, pourquoi pas. Derrière, tu joues Toulouse. Et Toulouse, je le répète, et on va en parler quand on va faire le focus, il y a toujours un temps de latence, j'ai envie de vous dire, pour nos amis toulousains, pour commencer la saison, que la mayonnaise prenne et tout ça. Donc en début de saison, tu peux avoir un Toulouse qui est pas encore rodé. Donc ça peut le faire. Un domicile en plus. Troisième match, tu te déplaces au Havre, qui va être lui aussi un candidat pour le maintien et avec lequel tu vas lutter toute la saison. Donc le Havre-Brest, c'est encore un match où tu es censé prendre des points. Bon, alors quatrième match, j'ai envie de vous dire, c'est match bonus, c'est match chocolat. Bon, c'est à domicile, donc on sait jamais, peut-être que le PSG un peu moins rodé, qui joue pas, voilà, qui joue un peu plus la tête en l'air. Pourquoi pas, mais bon, ça risque d'être quand même compliqué d'envisager de prendre des points. Et cinquième journée, tu te déplaces à Auxerre, là aussi un candidat pour le maintien, donc un adversaire qui est à ta portée. Donc voilà, il y a matière, comme pour plein d'équipes qui vont jouer ce fameux maintien, il y a matière, après 5 journées, à avoir 6-7 points, voire peut-être encore mieux si ça tourne, si ça rigole un peu, Et derrière, comme pour toutes ces équipes qui vont jouer le maintien, tu peux avoir peut-être de la confiance qui est engrangée, et derrière, l'équipe qui se met, je dis pas à bien jouer, mais à prendre juste confiance, et une équipe en confiance, peut-être que ça peut aller te gratter des matchs nuls là où tu penses pas, ça peut aller gratter des victoires un peu à l'arraché, ou sur certains matchs face à une équipe démobilisée, être là. Et évidemment, comme pour toutes ces équipes-là, le début de saison, il est capital. Il est capital parce que c'est là où tu vois s'il y aura peut-être un maintien plus ou moins serein. Je vous dis pas que Brest sera sauvé à 10 journées avant la fin. Non, ça, j'y crois pas. Par contre, peut-être avoir un maintien qui est 1 ou 2 journées avant la fin. Peut-être que ça peut être réalisable de la part de Brest. Mais pour la fameuse question top 10, je vous le dis, non. Et voilà, il va falloir se positionner définitivement sur le pronostic du classement de Brest. Moi, je vous le dis, les copains, pour moi, le Brest, c'est 15e. C'est 15e, c'est pas, tu peux pas espérer plus. Je vous redonne, hein, moi, 18e, je vois Le Mans. 17e, je vois Troyes. 16e, je vois Angers. 15e, je vois nos amis brestois. 14e, Le Havre, qu'on a déjà fait là aussi. Et 13e, Auxerre. On a fait aussi, tous les classements que je vous donne, c'est des classements qu'on a fait. 13e, Auxerre, et 12e, l'OGC Nice. Voilà. Pour toutes les équipes qu'on a fait, là, on a fait, à nos yeux, hein, sur le FC Copain, on a fait toutes les équipes jusqu'à la 12e place. Donc, 18e, Le Mans, 17e, Troyes, 16e, Angers, 15e, Brest, dont on parle aujourd'hui, 14e, Le Havre, 13e, Auxerre, 12e, l'OGC Nice. Voilà. Pour l'instant, on en est à là de nos petits focus de Ligue 1. On va les continuer, vous vous doutez bien, hein. Si on a fait les petits clubs comme ça, et c'est pas péjoratif quand je dis les petits clubs, mais c'est les clubs dont on parle moins,
vous vous doutez qu'on va aussi évidemment parler des autres clubs. Mais pour avoir une vision globale et pour pouvoir se dire à la fin de saison, est-ce qu'on était dans le vrai, est-ce qu'on était complètement à côté de la plaque, c'est bien de pouvoir se poser un petit peu sur les saisons avant que ça commence et de prendre et de donner son avis aussi avant que ça commence pour prendre un peu de risque. Donc c'est pour ça. Le Stade brestois, amis brestois, il y a un maintien. Je suis pas en train de vous dire que votre équipe ne va pas se qualifier, ne va pas se qualifier, ne va pas rester en Ligue 1. Je vous dis pas que par contre que la saison va être extraordinaire. Ça risque d'être compliqué jusqu'à la fin, mais je vous vois en capacité de vous maintenir un peu comme l'équipe du Havre. Ça va être compliqué, mais pas interdit que le maintien soit acquis à la 32e ou 33e journée et que vous n'ayez pas besoin d'attendre la dernière journée pour valider cette 15e place. Mais plus haut, non, je vois pas Brest plus haut dans cette Ligue 1 2026-2027. Voilà les copains, je vais m'arrêter là. On a fait une bonne trentaine de minutes comme d'habitude pour tous ces petits clubs ces petits focus sur les clubs de Ligue 1, même pas que les petits, sur les focus. Donc merci à tous d'avoir participé, merci évidemment à la légende, à l'INDZ, merci à toi mon copain d'avoir encore participé à ce petit débat. Le live va être de toute façon dispo en replay et on regarde un peu les stats et on voit que vous les consommez en replay et puis c'est à consommer pendant toute la saison, hein. Comme ça, vous pouvez voir si on s'était bourré ou pas. Donc, n'hésitez pas, c'est dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne. C'est dispo aussi en podcast sur notre chaîne de podcast. Donc, allez-y, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il y a plus de 750 épisodes. Voilà. On est à bloc. Donc, si vous voulez du foot, il y a des épisodes tous les jours qui sont publiés. Donc, allez-y, n'hésitez pas. On a besoin de vous. Donc, même des petites notes, des petites évaluations, des petits téléchargements, des abonnements. On prend, allez-y les copains. Donc merci à tous d'avoir participé. Et puis, si vous êtes déjà abonnés, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'au FC Copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.